Ma chronique aujourd'hui, c'est, une partie des dossiers Epstein, la partie française, le début de la partie française, une partie de la partie française, disons, Là où parce on que ne c'est loin retrouve d'être pas, Laurent exhaustif. Louis. Là où on ne Laurent retrouve Louis pas était pas Laurent nommé? Louis. Non? Ils ont Non, pas écrit, non, «Il non, non, faudrait détruire non. Laurent Louis». Ah, il faudrait qu'on cherche. Alors si jamais vous voulez regarder, c'est Comme justice.gov/Epstein. peut-être, hein, comme Dieudonné? Ceux qui veulent pendant ma chronique ou après, trouver des noms, donc justice.gov slash donc barre oblique Epstein et vous mettez tous les noms que vous voulez, pizza, sushi d'ailleurs, je dis ça en connaissance de cause. Mmh. Laurent Louis, Amélie Paul, Chloé Framery, Ah oui, Sandrine je Dailly, ce que me vous retrouve voulez. souvent dans la liste. Petit retour, sur l'origine de tout ça, qui sont ces 2 êtres que l'on voit dans l'écran en bas à gauche, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Donc, Epstein a été condamné en 2008 à 18 mois de prison. Il n'en a fait que 13 et figurez-vous que pendant ces 18 mois, enfin ces 13 mois, il avait, une semi-liberté, c'est-à-dire qu'il avait accès à sortir. Il pouvait sortir comme il voulait, 12 heures par jour, et revenir le soir, 6 jours par semaine. Donc pendant 6 jours, il pouvait aller et venir toute la journée et il devait juste dormir le soir pendant 13 mois. Pour, je sais plus, c'était prostitution de mineurs à l'époque. Puis le 8 juillet 2019, il a été de nouveau condamné, cette fois pour trafic et viol d'enfants. Il était le propriétaire de cette île que l'on voit ici, Little St. James, et d'un avion surnommé le Lolita Express. Il a été déclaré suicidé le 10 août 2019 dans sa cellule. Mais depuis, il y a d'autres versions qui sont sorties. Ghislaine Maxwell, elle, est l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, a été arrêtée le 2 juillet 2020 par le FBI et a été inculpée pour trafic de mineurs et parjure. Elle a été déclarée coupable le 29 décembre 2021 par un des tribunaux de New York de crimes sexuels, en particulier le plus grave, le trafic de jeunes filles mineures au bénéfice de Jeffrey Epstein. Elle a été condamnée le 28 juin 2022 à 20 ans de prison et elle essaye de négocier une sortie anticipée en ce moment. Et puis, autre chose qu'il est utile, à mon avis, de savoir, c'est que les magistrats parisiens avaient connaissance du contenu de la boîte mail du criminel sexuel américain dès 2019. C'est ce que nous dit un article dont je vous donnerai la source dans les sources précisément. Saisit donc la boîte mail lors de la perquisition de son appartement au 22 avenue Foch, donc en septembre 2019. Mais les magistrats parisiens n'ont absolument rien fait, comme vous le savez. Alors, on va tout de suite plonger dans les mails que j'ai publiés ces 2 ou 3 dernières semaines, dont celui-ci, qui concerne cette vidéo qui fait partie des documents. Donc cette vidéo, elle fait 1 heure et quelques. Et c'est une interview, dans laquelle Steve Bannon interroge son copain, son grand ami, Jeffrey Epstein. On ne sait pas de quand elle date, mais dans cette interview, on voit dans les débuts que, Epstein explique qu'il travaillait au conseil d'administration de Rockefeller dans sa trentaine, fin des années, 1980 et qu'il a été recruté pour faire partie de la commission trilatérale qui a été, créée par David Rockefeller. Un gars, dit-il, très gentil. Et à la toute fin de l'interview, quand Steve Bannon l'interroge sur le diable, que pense-t-il du diable? Il dit que le diable est un bon miroir. Voilà. C'est Je vous invite à la regarder, elle est très intéressante. Chloé, Steve Anneke Luka disait qu'elle avait été, comme si on veut, l'esclave, je sais pas comment on appelle Oui, ça, l'enfant de David David Rockefeller, Rockefeller, ouais, exactement. et elle Un disait un aussi très bon, que un gentil gars, un gars très oui, gentil. un gentil gars, Oui, heu et elle disait aussi que les Rothschild étaient au-dessus de de des Rockefeller. Rockefeller, c'était encore pire. Alors pour la petite histoire, Steve Bannon, ça a été le conseiller principal de Donald Trump dans sa Oui. première présidence entre le 20 janvier 2017 et le 18 août 2017. Alors on apprend dans ces mails que Epstein était le confident, le conseiller très particulier d'Ariane de Rothschild, qui est citée beaucoup de fois dans ces 3 millions et quelques documents.
Le nom Rothschild est cité 11 841 fois. Alors peut-être que si vous tapez Rothschild aujourd'hui, il y aura moins d'occurrences puisque, comme c'est le cas avec Bill Gates, j'ai l'impression qu'il retire des documents au fil des jours. Alors ce que dit Ariane de Rothschild, c'est ce que nous dit donc, la Tribune de Genève, hein, c'est en plus c'est un média mainstream qui en parle. Elle dit, «Je flippe et je crains de ne pas être à la hauteur» à, Jeffrey Epstein, qui était donc son confident. En février 2015, hem, elle disait qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle avait peur, avec son mari qui était, victime d'addiction, qui était affaibli et on nous dit dans l'article que fin 2014, Ariane de Rothschild évoque avec Jeffrey Epstein la mise en retraite de son mari, Benjamin de Rothschild, qui habitait à Genève, hein, je le rappelle, dans ma ville au multipotentiel, hein, qui héberge tout le monde, OMS et cetera. Donc Benjamin de Rothschild était alors le patron de la banque et celui-ci a accepté de quitter ses fonctions fin 2014 et figurez-vous que Epstein conseille à Ariane de Rothschild de mettre Benjamin de Rothschild, donc son mari, sous tutelle. Elle avait aussi de très mauvais rapports avec Nadine de Rothschild, qui était la mère de Benjamin. Je dis était parce que Benjamin de Rothschild est mort d'une crise cardiaque le 15 janvier 2021, soit 6 ans après le conseil d'Epstein donné à Ariane de mettre son mari sous tutelle. Il lui disait: «Je pense que tu devrais préparer une demande de tutelle contre Benjamin et lui donner le choix entre ça et la démission. Il est hors de contrôle», dit-il, donc Epstein, «et représente un danger pour toi et ta famille». C'est quand même pas rien de dire ça, hein. Et donc on rappelle donc, Ariane de Rothschild, c'est l'actuelle présidente genevoise de la fondation Edmond de Rothschild, pour qui travaillait d'ailleurs Alain Fischer. Je fais un peu des digressions, mais ça me vient, qui était, à la santé publique en France, hein, pendant la crise covid. Donc depuis, la mort de son mari, elle est à la tête de la fondation Edmond de Rothschild à Genève. Voilà. Un travail pour 25 millions de dollars, nous apprend cette lettre. Donc, c'est une lettre d'accord du 5 octobre 2015 qui est destinée à Jeffrey Epstein, qui est adressée par Ariane de Rothschild, encore une fois. Donc, elle lui dit: Cher Jeffrey, vous avez au nom de Southern Trust Company euh, Incorporate, une société des îles Vierges, donc STC, collaboré avec Ariane de Rothschild au nom d'Edmond de Rothschild Holding, collectivement le groupe Rothschild, en matière d'analyse des risques et d'application et d'utilisation de certains algorithmes à cet égard. L'objet de la présente lettre, d'accord, est de définir les conditions dans lesquelles vous, au nom de STC, continuerez à travailler avec le groupe Rothschild sur les questions spécifiées. Ils appellent ça le travail, donc les fameuses questions de gestion des risques et d'application et d'utilisation de certains algorithmes. Donc c'est très très flou cette histoire de algorithme d'analyse des risques et d'application et d'utilisation des algorithmes. STC, donc la compagnie des îles Vierges là, de Epstein, donc son alias, tel que spécifié et convenu entre Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild, de temps à autre. Donc le travail, il doit être fourni de temps à autre pendant la durée de validité du présent accord. Donc c'est très très flou. Au chapitre des honoraires et des frais, il est écrit: «En contrepartie des travaux», donc le fameux travail dont on ne sait absolument rien, le groupe Rothschild versera à la société donc de Jeffrey Epstein les montants suivants: pour les travaux spécifiquement liés aux questions en suspens entre Edmond Rothschild Holding et les États-Unis, 25 millions de dollars. Donc ça sera effectué plus tard dans 3 jours et cetera. Mais c'est quand même intriguant, 25 millions de dollars pour un travail qui concerne des risques d'algorithmes, voilà, entre Rothschild et Epstein. D'autant plus que il est écrit pour les travaux liés aux questions en suspens entre Edmond de Rothschild et les États-Unis. Donc c'est des travaux qui concernent la fondation Rothschild et les États-Unis. On ne sait pas lesquels. Ensuite, dans ce mail du 28 février 2016, Epstein écrit à Peter Thiel, celui qui a fondé la société Palantir, dont j'ai fait une chronique il y a quelques mois, qui est un petit peu le système de gestion numérique avec l'IA pour les gouvernements de la populace que nous représentons. Je vous invite à regarder la chronique pour se rappeler ce que fait Palantir. Eh bien, Jeffrey Epstein parle à Peter Thiel
Peter Thiel, comme tu le sais, je représente les Rothschild, donc c'est la première phrase du mail. J'espère trouver un moyen pour une banque qui gère 160 milliards de dollars d'investir dans la tech, la meilleure liste de clients au monde, mais des produits préhistoriques. Ça peut attendre. Bonne chance en Chine, je serai de retour en Europe du 20 au 28 février 2016, ensuite sur l'île. Si tu veux me rejoindre en allant vers l'ouest, passe par l'île, à moins que tu me préfères qu'on se rencontre en Arabie Saoudite à la fin du mois. Donc ils étaient assez proches les deux. Et puis, Peter Thiel, répond: «Non, non, pas en Arabie Saoudite. Je pense que je vais éviter le Moyen-Orient pour les prochaines, 10 ans ou à peu près». Donc on était en 2016, prochains 10 ans, c'est jusqu'à maintenant. Il savait qu'il se passerait certaines petites choses certainement dans cette région. En tout cas, il y avait déjà des bombardements, d'Israël vers la Palestine. Il y avait déjà beaucoup de d'ébullition là-bas. Maintenant, on reste toujours dans la famille Rothschild, toujours Ariane de Rothschild. Elle, s'adresse à Epstein, ça tout le monde l'a vu je pense, le 20 décembre 2013 pour lui dire: «Attention, salut Jeff, tu veux savoir ce que j'en pense? Qu'on soit entre Kafka et le national-socialisme, autrement dit le nazisme, on m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français, un homme politique, hein, pas un humoriste, un homme politique français nommé Dieudonné, sur les juifs et l'argent. Scandaleux qu'on dise encore ça aujourd'hui et en France en particulier. Le pire, dit-elle, c'est le nombre de vues. Je veux en discuter avec toi quand je viendrai à New York. Donc là, on avait un ordre assez clair de surveiller Dieudo et de l'empêcher de parler. Et voilà, pas qu'une semaine ou 2 semaines plus tard, Manuel Valls édicte cette circulaire qui est relative, dit-il, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et qui concerne la tournée de Monsieur Dieudonné Mbalambala et qui dit donc, alors que Monsieur Dieudonné Mbalambala s'apprête à entamer une tournée avec son spectacle dont le caractère antisémite et les atteintes virulentes et choquantes à la mémoire des victimes de la Shoah ne font aucun doute, sans en apporter la preuve, le ministre de l'Intérieur, donc Manuel Valls à l'époque, a souhaité préciser les moyens d'action dont disposent les maires et les préfets en vue de procéder à des interdictions. Une circulaire vient donc d'être adressée à l'ensemble des préfets qui précise le cadre juridique permettant de s'opposer à la tenue des représentations. Et j'ai rajouté de Dieudonné, parce qu'il s'agit bien des représentations de Dieudonné. Et on voit ici l'affiche du mur, le spectacle qui a été interdit par cette circulaire. Alors il a transformé le mur en Azuzoa, je crois. Voilà d'où vient la censure historique de Dieudo, qui continue encore aujourd'hui. Maintenant, on a la relation entre Jack Lang et le dénommé Jeffrey Epstein, qui nous dit donc, Jack Lang nous dit, enfin pas nous dit à nous, mais dit à Epstein dans un mail qui date du 28 janvier 2013 et qui a pour objet, Petit Prince. Il dit donc à son ami, Jeffrey Epstein, dont il ignorait manifestement le caractère pédocriminel, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, donc Jack Lang. Il dit: «Merci, je vais examiner cela cette semaine et vous recontacter» ou te recontacter parce qu'en anglais, vous savez, le tu et le vous, il y a pas de différence. Faut-il, dit-il, faut-il initier l'enfant à la religion? Aborder les nouvelles sexualités? Faut-il le faire tester? À quelle fréquence? Par des tests standardisés? Des exemples de projets? Et cetera. Pouvons-nous convenir d'un appel plus tard cette semaine? Donc c'est Jack Lang qui s'adresse à Epstein pour savoir s'il faut initier l'enfant à la religion. Quelle religion? Aborder les nouvelles sexualités, c'est quoi cette histoire? Et puis ici, on le voit donc devant la pyramide du Louvre en mars 2019, lorsqu'il avait invité, en tout cas Jeffrey Epstein était avec Jack Lang pour fêter les 30 ans du Louvre en mars 2019 et un mail dit que Jeffrey Epstein s'adressait à Steve Bannon, le même qu'il y avait dans l'interview là, que je vous ai montré au tout début. Il disait: «Je suis à la pyramide avec tout le gouvernement». Et Steve Bannon lui répondait: «Un coup de force». Voilà. Continuons avec Jack Lang, qui se sent blanc comme neige sur le plateau de la RTL le 4 février 2026 et Marc-Olivier Fogiel qui lui demande: «Et si la justice française était amenée à s'y intéresser au mail précédent que je vous ai décrit avec, faut-il, initier, l'enfant à la religion?» Donc, Marc-Olivier Fogiel, qui je vous rappelle a été condamné pour, injure raciale et qui a été patron de BFM pendant fort longtemps.
versus Dieudonné qui a, aujourd'hui un bracelet électronique. Bref, donc il demande: «Et si la justice française était amenée à s'y intéresser?» Et Jack Lang répond innocemment: «Je ne sais pas de quoi il s'agit», donc concernant le mail précédent: «Je ne sais pas, je ne connais même pas ce mail dont vous me parlez. Mais qu'elle s'y intéresse», donc en parlant de la justice, «je ne crains rien, je ne crains rien», il le répète 2 fois, «je me sens blanc comme neige». Alors effectivement, s'il est protégé comme Élodie Rupeau, dont tu parlais, Laurent, juste avant, eh bien effectivement, il n'a rien à craindre. Sauf que maintenant, il est sous enquête, du, parquet, national financier, non pas pour sa pédocriminalité, mais pour des fraudes fiscales aggravées avec sa fille Caroline Lang, qui elle a hérité de, comme disait Saline dans sa petite chronique, de 5 millions de dollars dont elle n'a aucune connaissance manifestement. Elle ne savait pas. Elle a créé une société offshore avec, Jeffrey Epstein en 2016, mais elle ne savait pas qu'elle figurait sur le testament d'Epstein. Et de la même façon, son père, le grand Jack, a reçu près de 58 000 dollars de la part de Jeffrey pour un film, pour la promotion de la politique culturelle nationale, mais ce film n'est jamais sorti. Voilà, donc l'enquête, porte sur le blanchiment de fraude fiscale et en même temps, on nous dit donc toujours sur TF1, parce que c'est TF1 qui parle de ça, que, le scandale Epstein, 2 points, l'ombre du renseignement russe. Donc l'histoire d'Epstein serait, due à la Russie, encore une fois. C'est les Russes, 3 fois par jour, avant le repas et vous comprendrez mieux la géopolitique en France. En tout cas, la géopolitique des médias en France. Jack et Caroline Lang finissent par démissionner. De son côté, Caroline Lang était au syndicat des producteurs indépendants, hem et également au conseil d'administration d'une fondation qui s'appelle Le Refuge, qui aide les jeunes LGBT. Donc elle a démissionné des 2 endroits, début février et puis le 9 février pour, ce qui concerne Le Refuge. Elle a aussi un rôle dans la société de cinéma Warner Bros. Et je ne crois pas qu'elle ait démissionné, par contre, de ce poste. Pour Jack Lang, qui s'attachait, s'agrippait comme il le pouvait à l'Institut du monde arabe, il te rappelle qu'il a de forts liens avec Marrakech, avec le Maroc et avec les petits garçons du Maroc surtout. Je fais référence notamment à la Villa Majorelle. Eh bien, il a fini par démissionner quand même avec la pression médiatique. Je pense qu'il était infusible pour éviter de s'attaquer au disjoncteur, qui est, l'ensemble de la, politiquerie, française. Alors Jeffrey voulait investir dans des jeunes artistes français et internationaux également, nous dit Caroline Lang. Elle le dit sur BFM TV: «Un jour, Jeffrey nous a dit, à mon père et à moi, qu'il voulait investir dans de jeunes artistes françaises et internationaux pour les aider, bien sûr, pas du tout pour faire passer de la propagande ou pour les tenir par la barbichette». Caroline Lang donc nous dit: elle a été d'une naïveté confondante. Elle dit qu'elle ne savait pas tout ça, que Epstein avait ses penchants sordides et tombe des nues. Tous ces gens tombent des nues. Tous ces gens ne savaient pas, ne connaissaient pas, ne lisaient pas les journaux, ne savaient pas qu'il avait été inculpé en 2008, ne savaient pas qu'il avait été, en prison en 2019 manifestement. Tout le monde le savait sauf eux. On passe à Macron. Macron qui est cité 211 fois, enfin en tout cas qui a été cité 211 fois au moment où j'ai pris ces captures d'écran, avec ce mail qui date du 30 août 2018, dans lequel on a le destinataire qui est caché, mais c'est Jeffrey Epstein qui rapporte, enfin qui répond OK à ce mail qui dit: «Besoin d'aide», je le lis texto, hein, c'est la traduction littérale. «Besoin d'aide, il nous demande», en parlant de Macron, «il nous demande à chacun de lui soumettre des idées novatrices et pertinentes. On est ouvert à toutes les propositions, institutions, politiques, sciences, et cetera. Il veut», donc Macron, «veut diriger l'Europe, voire le monde». Rien que ça. J'ai environ une semaine. Pouvons-nous en discuter? Donc la personne qui écrit ce mail a une semaine pour trouver des idées innovantes concernant les institutions, la politique ou la science ou autres, pour que Macron puisse diriger l'Europe, voire le monde, en 2018, un an après son élection. Pouvons-nous en discuter donc par SMS ou par téléphone? Ça me va, ce week-end. Et Epstein répond: «OK». Bon. Ensuite, Macron n'est jamais en contact direct, hein, vous le remarquerez, avec Epstein, il y a toujours des intermédiaires. Ici, c'est, Jeffrey Epstein qui écrit
à Frédéric Chalin ou Chasselin, qui est chef d'orchestre, figurez-vous, un grand chef d'orchestre, qui est pianiste également. Donc il lui écrit: «De retour aux Caraïbes, je suis content pour toi. Bruno, le ministre des Finances», donc il faut comprendre Bruno Le Maire, «est complètement dépassé, mais il est venu me voir à New York», ça c'est Epstein qui le dit, «avant les élections». Donc Bruno Le Maire était venu voir Epstein à New York avant les élections. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Pourquoi Bruno Le Maire avait envie de rencontrer Epstein à New York avant les élections? Donc là, on est en juillet 2017. C'est quelqu'un de bien. Qu'en est et donc c'est quelqu'un de bien soi-disant, nous dit, Epstein, en parlant de Bruno Le Maire. «Qu'en est-il de ton rendez-vous au théâtre? Comment connais-tu Macron?» Donc Frédéric Chasselin ou Chalin répond: «Je connais Macron parce que son mentor, entre parenthèses Attali, est un de mes meilleurs amis». Et voilà un des meilleurs amis de, Jacques Attali. Et puis ce mail qui date de un peu plus tard, donc du 17 septembre, du 17, septembre, oui, pas août, du 17 septembre 2017, qui est un message de Epstein à Børge Brende. Ce Børge Brende a été ministre, multi-ministre en Norvège et il est depuis 2018 numéro 2 au Forum économique mondial. Il est d'ailleurs resté toujours au Forum économique mondial, tandis que son maître, Klaus Schwab, est parti en août 2025. Il est maintenant aux côtés de Larry Fink et de André Hoffman, qui sont les coprésidents ad intérim du Forum économique mondial depuis donc août 2025. Bref, Epstein demande à Børge Brende en disant qu'il s'adresse de la part de Macron, il dit de Macron, nous pensons qu'il est nécessaire de repenser, reconstruire et inventer la gouvernance, repenser, reconstruire et inventer la gouvernance et le format des institutions internationales, les engagements et les relations entre les acteurs publics et privés et les instruments socio-économiques pour mieux relever ces défis. Donc en gros, il faut tout changer, les institutions, hein, les organisations internationales, la gouvernance, les relations publiques-privées, etc. Quelles innovations socio-économiques soutiendriez-vous pour promouvoir un avenir plus progressiste, dit Macron à Borge Brende via Epstein? Un avenir plus progressiste, plus laxiste, ça veut dire? C'est quoi l'histoire d'être plus progressiste? Alors, on reste avec Borge Brende, qui est donc le numéro 2 du WEF, avec ce mail qui date de septembre 2018, dans lequel on a cet échange. Jeffrey Epstein qui parle à Borge Brende en disant: Davos peut remplacer l'ONU, rien que ça. Cybersécurité, cryptographie, génétique, coordination internationale. Comme mon passage à la trilatérale, je suppose qu'il veut dire la commission trilatérale, il faut maintenant s'attaquer à la confiance donnée et aux conséquences d'Internet. Alors ça veut dire quoi s'attaquer à la confiance donnée et aux conséquences d'Internet? S'attaquer à la liberté d'expression sur Internet, s'attaquer à la résistance sur Internet, s'attaquer à l'information indépendante sur Internet. Alors, Rende répond à Epstein, exactement, il nous faut une nouvelle architecture mondiale. Le Forum économique mondial, Davos, occupe une position unique, alliant public et privé, cordialement Borge. Et puis, Jeffrey Epstein répond, les architectes mondiaux d'abord. Donc, en gros, remplaçons les organisations internationales, qui sont déjà pas très publiques, par une entité foncièrement privée avec des milliardaires qui décident du sort de la planète, les fameux architectes mondiaux. Je rappelle qu'en franc-maçonnerie, on parle du grand architecte, hein, quand on parle du de l'entité supérieure. Alors, Borge Brende est maintenant, sous enquête depuis le 5 février 2026. Il est cité 66 fois dans les c'est intéressant, 66 fois dans les dossiers Epstein et il est donc sous enquête pour, des histoires d'argent encore une fois. On touche pas à la pédocriminalité bien sûr, mais en tout cas, il y a une action, qui est mise en place pour comprendre un peu, ce qu'il a fait dans tout ça. Son lien avec Epstein. Donc c'est une bonne chose, je pense. Voilà un autre mail qui a retenu mon attention, un mail plutôt sordide de, Jeffrey Epstein à Brian Bishop qui est un spécialiste de la cryptographie, avec un sujet: «Bébé sur mesure, utilisation des fonds». Alors Brian Bishop s'adresse à Epstein en août 2018. Il dit: «Tu trouveras ci-joint le document demandé, le tableur utilisation des fonds pour l'entreprise de bébés sur mesure et de clonage humain. Cela nous permettra, dit-il, de passer de notre phase de recherche autofinancée, menée dans un garage, à la première naissance vivante d'un bébé humain sur mesure et peut-être d'un clone humain d'ici 5 ans». Je rappelle que ce mail a été écrit en 2018.
2018 plus 5, ça fait 2023. Une fois cette première naissance réalisée, tout changera et le monde ne sera plus jamais le même, sans parler de l'avenir de l'espèce humaine. Bah, dis donc, rien que ça. Donc tout ça, ça se discute dans le secret le plus absolu, hein, dans le secret de leurs échanges privés, entre Brian Bishop et Jeffrey Epstein. Mais Jeffrey Epstein lui dit pas d'urgence. On est rassuré. Alors, d'autres bizarreries, Yael Braun-Pivet s'oppose à une commission d'enquête. Yael Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale en France. Donc, elle a été interrogée par Europe 1. Elle dit qu'elle est opposée à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein qui, selon elle, entraînerait de la confusion des pouvoirs. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, le Parlement ne doit pas être en concurrence avec la justice. Alors, je ne vois pas pourquoi une commission d'enquête serait en concurrence avec une enquête judiciaire. Les 2 sont totalement complémentaires et ce n'est pas la première fois que cela serait fait. Alors, un homme qu'on retrouve dans toutes les affaires qui ont été classées sans suite, concernant des sujets sensibles en France, c'est Rémi Heitz ou Heitz, qui est procureur général de la Cour de cassation depuis 2023 grâce à Emmanuel Macron, qui est, comme par hasard, chargé de l'enquête sur les personnalités françaises citées par Epstein. Voilà. Alors, voyons les affaires qu'il a classées sans suite, une liste non exhaustive ici encore. Il a classé sans suite l'affaire Benalla, les perquisitions dans l'appartement de Epstein en septembre 2019 dans le cadre des activités pédocriminelles qui ont fait l'objet d'une condamnation de Epstein, je le rappelle, donc au 22 avenue Foch à Paris, dans laquelle il passait, je crois, 6 mois par an, le dénommé Epstein. Dans l'affaire d'Olivier Duhamel qui procédait à des incestes sur le neveu de Bernard Kouchner, Victor Kouchner, dans l'affaire de Gabriel Matzneff, hein, qui était l'écrivain qui vantait ses relations avec des jeunes filles et des jeunes garçons, dans la plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin, qu'il a classé sans suite, dans l'affaire de la plainte en diffamation contre Amélie Oudéa-Castéra, qui était ministre de l'Éducation nationale et qui est de la même famille qu'Olivier Duhamel, tiens, tiens, donc de nouveau classé sans suite. L'affaire de l'institution de Betaram, donc c'était une institution catholique, qui a donc été le lieu de viol d'enfants pendant 60 ans, des années 1950 à 2010, hein, et que personne n'a rien vu, qui a été défendue d'ailleurs cette institution par François Bayrou en 1996, de nouveau classé sans suite, et sur l'histoire des faux témoignages de Alexis Collère, Lionel Lavergne et Patrick Strozoda en 2016, donc les 3 proches de Macron, dans une commission d'enquête sur Benalla, encore une fois. Tout ça classé sans suite, circulé, il y a rien à voir. Et puis cerise sur le gâteau, Rémi Heitz est aussi impliqué dans la plainte de cette victime. C'est une victime de Epstein qui a déposé plainte aux États-Unis concernant ce qu'elle avait vécu en France, après une plainte qui a été classée sans suite en France, sans vraiment grande surprise. Donc cette victime, dont on ne connaît pas le nom, a écrit cette lettre de 38 pages le 12 novembre 2019 au ministre de la Justice américaine. Elle dit: «Je vous informe que j'ai déposé une plainte recommandée auprès du procureur de la République de Paris, monsieur Rémi Heitz, encore une fois, le 11 septembre 2019, contre Jean-Luc Brunel et Ghislaine Maxwell et aussi le prince Andrew pour complicité. Elle dit: «La France savait, la France a gardé le silence jusqu'à présent. Je lui demande d'agir avec dignité et honnêteté en levant la prescription pour viol de ce réseau international et criminel», parce que la France a prescrit cette histoire, cette plainte. Cette affaire est exceptionnelle. Elle ajoute: «Selon la police judiciaire française, madame Lantin, ma plainte serait prescrite». Et elle nous informe d'une chose, qu'elle est née le 26 octobre 1980. Donc, on ne sait pas qui c'est, mais avec une date de naissance, on peut peut-être savoir qui c'est. Ça, c'est la page 3 du dossier qui nous le dit. Ensuite, ces 2 pages 24-25 nous parlent de plusieurs artistes et plusieurs personnalités connues avec un titre harcèlement en réseau. Donc, je lis le paragraphe, la traduction en tout cas. Je verrai également, donc c'est toujours la victime qui parle, je verrai également arriver dans ce sujet de harcèlement en réseau, Benjamin Biolay vers 2013, l'ancien gendre de Catherine Deneuve, puis devant chez moi en 2013 des jeunes proches de Franck Ribéry, le sportif, suivi par la police sous les bois et beaucoup d'autres stars du système, entre parenthèses, Slimy, Katy Perry, David Guetta à plusieurs reprises, Jean-Marie Bigard,
Béatrice Dalle en 2017, accompagnée de Virginie Despentes et Renan Luce de 2016 à 2018, qui a envoyé un ami regarder sous les fenêtres de ma cuisine, puis son ex-femme sur Facebook, que j'ai refusé, le journaliste de France 2 Zetoun, proche de Monsieur Beccaro, je ne sais pas si c'est le bon nom, là, Zetoun, proche de Monsieur Beccaro et de Christian Quezada, Adil Rami, Pascal Obispo, 1997 à 1999. L'acteur Gérard Lanvin s'est montré violent en me disant de laisser Maud Bourdin tranquille. Il jouait un rôle de flic véreux lyonnais. Michel Néret, idem pour Michel Drucker. Amélie, attention, hein, parce que nous l'a présenté il n'y a pas longtemps. Vers 2007, place Stanislas, après les rumeurs sur Jean-Sébastien Bertrand. Je ne connais pas tous les noms, mais c'est quand même assez flippant de voir tous ces noms dans cette plainte de cette victime qui date de 2019. Ça, c'est la fin, c'est certains paragraphes que j'ai relevés, hein. J'ai évidemment pas tout relevé parce qu'il y a 38 pages. «Je demande à connaître», nous dit-elle, «toute la vérité et en aucun cas une compensation provenant de fonds philanthropiques nouvellement créés. Rien ne me fera taire. Tout l'argent provenant du trust de Jeffrey Epstein provient de la traite d'êtres humains, du chantage organisé par des gangs.» Et elle dit que, dans ce qu'elle décrit comme sa plainte: «La première fois que je vais le voir», donc Jeffrey Epstein, «je suis sûre d'avoir 5 ans». Elle avait 5 ans. Il va me dire d'aller sur le lit, je ne vais pas y aller. Je me souviens avoir été écrasée par son poids, je ne pouvais plus respirer sur un grand lit blanc et filmé. Alors il était vraiment très méchant dans mon esprit d'enfant. C'est ce que je pensais, il est méchant ce monsieur-là. Voilà. À la page 36. Je finirai par cette conclusion de Mathieu Boccoté sur CNews le 2 février, qui nous a fait un résumé de cette affaire sordide Epstein, qui se voit enfin. Il dit: «Je commence à croire que les fameux complotistes sont des gens qui ont simplement un ou 2 coups d'avance sur nous tous.» Voilà. Je vous Bravo, Chloé. remercie pour votre